Hey. Hey. Donc on va essayer de comprendre l'implication de l'aspect philosophique avec l'aspect pratique, parce qu'en fait c'est ça notre travail. Donc on va faire par exemple le Nagewaza, la projection Byobu Daoshi. Vous la connaissez, vous vous rappelez? Ouais. Donc bien entendu il y a des milliers de gens qui font Byobu Daoshi mieux que nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre toujours ces trois aspects dans un exercice. Donc l'aspect corps, corps technique, c'est-à-dire effectivement ça sert à se débarrasser d'un ennemi quoi, qui vous attaque si c'est bien fait. Après l'aspect âme, psychologique, et puis après l'aspect métaphysique ou plus essentiellement philosophique. Donc dans chaque exercice de sagesse martiale, on retrouve grosso modo ces trois structures qui découlent des trois mystères dont on parle toujours. Donc ce travail qu'on fait sur la forme là, avec la gestuelle, sur le rythme avec le mantra, et sur le rythme, et qu'est-ce que c'est? La vision. Et sur la visualisation. Ouais. Et naturellement, quand on parle de la gestuelle, il y a les mudras, essentiellement avec les mains, mais aussi les asanas, c'est-à-dire que les différentes positions, Senkutsu, Kibadachi, Kokutsu, donc qui font partie de la gestuelle. Après les mantras, on sait maintenant c'est le chant, mais qui correspond finalement à un ki, ei, qui veut dire une harmonisation du ki par le rythme. Donc dans les dojos, habituellement, on fait ce ki à la fin de certaines phases, vous avez remarqué. Là, on entretient ce mantra tout au long du processus du kata. Voilà, c'est pas extraordinaire, voilà, mais moi je trouve joli. Et puis donc la visualisation, ça naturellement c'est très difficile. On le verra, on ne peut pas en parler ici, mais c'est tout le travail qu'on fait sur le développement de l'imagination active, à travers l'écriture imaginale, à travers les expériences initiatiques qu'on fait, donc d'initiation, où on essaie de développer un état d'esprit qui soit plutôt visionnaire, qui procède par image plutôt que par réflexion. C'est ça. Donc dans le kata, dans les exercices, il y a toujours ces trois constantes qui interviennent avec des proportions naturellement différentes, chaque fois aussi, et puis liées aussi à la nature de celui qui travaille. Si c'est Galad qui travaille, si c'est Étienne qui travaille, ou si c'est toi, ou si c'est moi, voilà, toi tu vas mettre plus d'importance sur le mantra, toi sur le mudra, moi sur la vision, etc. etc. Donc c'est pas quelque chose d'univoque. L'opérateur est toujours dans l'œuvre, c'est-à-dire que vous êtes des artistes. Ouais. Vous êtes des artistes, vous êtes des artisans de ce travail. Il n'y a pas de miracle. Vous êtes des artisans, vous êtes dans l'œuvre, comme on dit. Vous vous rappelez de cette phrase. Donc, vous vous souvenez que vraiment le but proclamé par les maîtres, c'est de faire en sorte de créer une unité, toujours une unité. J'ai dit ce matin, je crois, l'éloge à l'unité, à l'unicité, un truc comme ça. Donc c'est vraiment l'éloge à l'unité, corps, esprit, univers intérieur, univers extérieur, relatif et absolu. Donc on prend relatif et absolu parce que c'est assez facile, tout le monde comprend. Donc on recherche à unir ces deux natures qui sont en nous, cette dimension très humaine qu'on connaît, on la vit tous les jours, et cette dimension que les traditions mentionnent toujours, cette sorte de divinité qu'il y a dans l'homme, il faut oser le dire, de sacralité, si je puis dire. Donc une autre dimension. Vous me dites si c'est trop compliqué ou si je dis. Et vous voyez que nous-mêmes, très personnellement, c'est ce qu'on essaye d'accorder tout au long de la journée. C'est ça la spiritualité. C'est qu'il n'y ait plus d'hiatus
dans notre propre être, parce que c'est vachement douloureux quand il y a un hiatus. Ok. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Alors là, on va faire le Byobudo Dashi pour faire comprendre à ceux qui regarderont ces images que dans les gestes qu'on va faire, on ne va pas chanter, on va faire que les gestes, c'est que la gestuelle, mais on va essayer de leur faire comprendre l'implication qu'il peut y avoir entre cette pratique très physique et une interprétation, une herméneutique, on pourrait dire, de ces gestes, une compréhension de ces gestes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces gestes? Pourquoi on a fait... Est-ce que c'est que technique? Non, on a vu que ce n'était pas que technique, il y a aussi autre chose. Donc c'est quoi, si on décrypte, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, dans Byobudo Aoshi, tu redis-moi le nom là. Byobudo Oshi. Byobudo Aoshi. Dans Byobudo Aoshi, on est deux à faire cet exercice. On est deux et c'est une projection, c'est-à-dire un va projeter l'autre et après l'autre va projeter l'un. C'est-à-dire finalement les deux personnes qui travaillent ensemble sont des doubles d'eux-mêmes. Faut pas voir si quand tu vas faire ça avec Marie-Lise, toi tu vas faire ça avec Galad, avec Étienne, c'est que le double de toi-même. Une fois toi tu joues le relatif, toi tu joues l'absolu, après toi tu joues l'absolu, elle joue le relatif. Vous comprenez le jeu? Oui, c'est un jeu. Oui. C'est un jeu. Seulement, c'est un jeu qui est toujours... Il est très intéressant parce que c'est une mise en situation où on risque quelque chose. C'est-à-dire que vous risquez un point sur la figure. Voilà, c'est ce que dit Maître Oshima. Donc, quand on est face à l'autre, il faut se faire face à soi-même. Et il dit quand on se fait face à soi-même, on fait face à sa mort. Parce qu'on a peur en fait d'une seule chose, c'est de la mort. On a peur de mourir. Donc l'adversaire, il représente quand même, quand on n'a pas l'habitude, surtout s'il est plus fort, un danger pour nous. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Comment vous allez la vivre? Parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Donc vous allez adopter une gestuelle qui est adéquate, très adéquate ou inadéquate. Et cette gestuelle, elle va d'une certaine manière traduire des états d'âme et des états d'esprit qui sont en vous. Bon. En travaillant sur la rectification, comme je l'ai dit ce matin, de cette gestuelle, vous allez rectifier aussi l'intériorité. Parce que toi, tu disais, quel est le rapport entre l'intérieur et l'extérieur? Tu me disais ça ce matin. Alors, dans cette projection, comme dans beaucoup de Nagewaza, donc l'adversaire attaque et il attaque en ligne droite. Donc il en doit, voilà, paf. Donc il me fait un Eitsuki droit, tout simplement. Donc si on transcrit ça en notion géométrique, on peut dire que Marie-Lise, elle représente une droite. Avec cette droite, on fait un carré. D'accord. Je vous explique la suite. Par contre, celui qui est là, c'est-à-dire moi en l'occurrence, je fais ce geste qui est un kokutsu. Je fais une figure, un asana qui est un kokutsu, avec un certain mudra. Tu connais le nom du mudra? Qu'est-ce que tu dirais, toi? C'est Muin. Voilà. Ça, c'est Muin, donc un mudra de paix, de tranquillité et d'accueil. C'est Muin. D'accord. Et regarde bien la différence entre le geste de Marie-Lise et puis le mien. Le geste, il est droit. Le mien, il fait une sorte de circonférence comme ça. C'est un cercle. Bon. En gros, hein, c'est schématique. Donc, ce que je veux dire, à partir de ces deux figures, le cercle et la droite, on essaye au deuxième niveau de comprendre cette action physique, de lui donner un sens. Et au niveau psychologique, on comprend déjà que, bien tout doucement, si moi je fais ça, on va se casser les poings, les deux, et c'est pas très adéquat comme action. Donc je ne peux pas agir en symétrie avec elle directe. Et
reporté sur le plan psychologique, ça veut dire que toutes les actions dans notre vie, quand on rentre en symétrie avec un adversaire, avec n'importe quoi, finalement, on se bousille. Le résultat, c'est la guerre. C'est la guerre. Donc, c'est ce qu'on voit la plupart du temps dans notre humanité. L'autre arrive, on dit paf, etc., des trucs comme ça. Donc, on est toujours en symétrie. Donc là, déjà, très bêtement au niveau psychologique, sa droite, ben, j'essaie de l'accueillir, mais je ne peux pas l'accueillir par une droite. Moi, je dois l'accueillir par un cercle ou par quelque chose d'arrondi. Donc, elle vient, paf. En faisant ça, je l'accueille, je l'accepte. Je dissous son attaque et je rejoins l'alchimie, donc la notion de solver. Voilà, je dissous son attaque. C'est un soufre qui est très fort, c'est un feu qui est très fort, brûlant. Il vient pour me défigurer, tu vois, c'est l'adversaire. Et moi, tranquille, au lieu d'aller contre avec un contre-feu qui est un contre-soufre, non, je prends un mercure tranquille, là. Je prends le mercure tranquille, c'est-à-dire un arrondi où je cueille son énergie. Je cueille son énergie. Est-ce que vous comprenez oui. Vous comprenez ça au niveau psychologique. Et vous pouvez inférer à partir de là, finalement, tout ce qui se passe dans votre vie. Tout. Ce qui nous emmerde tout le temps, tu vois, les bagarres avec les voisins, les bagarres avec sa femme, les bagarres avec ceci. Comment essayer d'accueillir, de dissoudre cette énergie, puis de la reconstituer, mais en allant maintenant à sens contraire. Donc elle est venue, moi j'ai pris son énergie, plus elle rentre à l'intérieur, mieux c'est pour moi, mieux c'est pour moi. Elle est engagée, c'est-à-dire que c'est très difficile, elle m'a donné toute son énergie. Maintenant moi je vais à mon tour, paf, je recoagule. Je recoagule, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de retournement de l'énergie. C'est ça qui est intéressant, la notion de retourner, de se retourner. Et on voit que dans les katas, chaque fois, on va un petit bout et qu'est-ce qu'on fait? On se retourne. Vous êtes d'accord? Donc ce retournement est très important. Maintenant, troisième aspect, l'aspect métaphysique, qui est plus difficile à comprendre, mais ça ne fait rien. Donc, cette projection, elle illustre très bien cette formule Nyuga Ganyu, l'entrée du moi dans le soi pour que le soi rentre dans le moi. Comment rejoindre l'absolu et le relatif ensemble? Ces phrases de Maître Oshima, comment rejoindre le relatif avec l'absolu? Donc, vous vous souvenez, je vous dis peut-être une belle parabole qu'on retrouve dans la Bible, mais aussi qu'on retrouve dans des Upanishads. Donc il s'agit dans l'Upanishad de cette phrase qui dit « Va jusqu'à l'intérieur de toi, de toi-même, va jusqu'à ton cœur, va jusqu'à la plus petite cavité de ton cœur, et là, tu vas trouver l'éther. » Vous avez entendu ça? Puis, va encore plus loin, et tu vas trouver Atma. Puis, va encore plus loin, tu vas trouver Brahman. Donc, ça veut dire qu'en allant à l'intérieur de nous-mêmes, plus on va dans le tout petit, plus on va trouver l'absolu. Donc, cette image de l'absolu à l'intérieur du corps, elle est symbolisée par un carré avec dedans un rond. Oui. Vous comprenez ça? Oui, un cercle. Ou parfois, dans l'iconographie bouddhiste, elle est signifiée par un cercle avec un Bouddha qui est en méditation sur un lotus. Et le lotus, lui, il signifie le carré, avec le Bouddha qui est à l'intérieur. Par contre, à l'inverse, quand je suis ici, ah oui, alors donc, vous vous rappelez que cette Upanishad, elle est très semblable à cette parabole du Christ qui nous dit du grand Senve. Vous vous souvenez le grand Senve, de Senve? Donc le grand Senve, c'est un tout petit grain, plus petit
que ceci, plus petit que cela, c'est mentionné, tu vois, etc. Oui, oui, oui. Et quand il grandit, il vient plus grand qu'un baobab, il vient plus grand que ceci, il vient plus grand que cela, et sur ses branches, il y a tous les oiseaux du monde qui se perchent. C'est-à-dire qu'il y a tous les états d'être et de conscience qui se greffent là sur cet arbre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'absolu est tout autant dans le tout petit à l'intérieur du corps que tout autant dans le tout grand autour du corps. Et c'est ces rapports entre le microcosme et le macrocosme que vous avez toujours entendu. D'accord. Donc, dans cette figure-là, et c'est ce que nous vivons, mais nous vivons ça comme une dichotomie. On n'arrive pas à faire en sorte que l'un se transforme en l'autre et que l'autre se transforme en un. Ce que vous retrouvez dans cette fameuse image de la quadrature du cercle ou de la circulature du carré. Comment faire passer un cercle à l'extérieur du carré ou comment faire passer le carré à l'extérieur du cercle? Mathématiquement, c'était très difficile, c'est pas possible parce qu'on n'a pas trouvé la solution. C'est un problème une énigme qui occupe l'esprit de l'homme depuis le début des temps, mais pratiquement on le peut. Mais mathématiquement, comme on travaille avec des impondérables, des trucs infinitésimaux, c'est très difficile. On peut pas, moi je suis pas un mathématicien, mais comme je sais qu'on ne le peut pas, c'est très difficile. Donc, quand on fait cette figure, cette projection-là, elle représente, c'est elle qui domine puisqu'elle m'attaque. Donc, moi je suis dans le carré. Moi je suis dans le carré, c'est elle qui domine, c'est le carré qui domine et moi je me suis le petit cercle à l'intérieur de son carré. Je suis l'absolu dans le relatif. Donc quand elle vient ici, maintenant le but c'est que l'absolu sorte du carré. Sorte du carré, donc on a vu je viens ici. Donc l'idée, bien entendu l'idée, c'est de devenir un ici. Je ne peux pas tenir ici et puis la projeter en bas. Très pratiquement, ça ne jouera pas. Donc, il y a vraiment une sorte d'unité qui se fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une expérience physique. Parce que psychologiquement, à l'université, c'est très difficile de comprendre ça. Tandis que quand on le vit, on voit que si ça marche ou si ça ne marche pas. Si ça va ou ça ne va pas, tu vois. On le sent très bien. Donc, et ici, il y a ce qu'on appelle le fameux retournement. Paf, bam, hein, c'est ce fameux retournement. Il y a un point de retournement où ce retournement doit être fait sans effort. Et ce point de retournement signifie le passage où le cercle sort du carré et vient englober le carré. Passage de la quadrature à la circulature. Donc, c'est moi qui prends le dessus maintenant, mais pour ce faire, je dois trouver le point de retournement. Or, c'est ça qui est génial, or, ce point n'est pas physique. Aucun maître pourra vous dire, remets ton pied de couteau en avant. Attends, combien? Ok, là. Donc, quand vous êtes ici, aucun maître peut vous dire, oui, le point de retournement, il est juste ici, il est juste là, on ne sait pas où il est parce qu'il n'est pas physique. Il n'est pas physique, il est intentionnel. Oui, oui. Et c'est pour ça que c'est très difficile à réussir ces nagewaza. Trouver le point de retournement, très difficile, mais quand vous le trouvez, c'est assez simple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Donc au moment où elle tombe, vous faites ce qu'on appelle le kikentei. Vous faites ce mouvement-là, qui signifie la conjonction en un de ce qui était deux avant. Donc ce qu'on appelle aussi, dans le caractère, on appelle le kimé. Donc le kimé, c'est à ce moment-là, vous faites le kiei. Donc ce kimé, il symbolise l'union des deux irréconciliables qui se sont conciliés. Donc c'est un moment magique, c'est absolument fantastique. Et c'est vrai que même physiquement, c'est absolument extraordinaire de bien réussir un nagewaza. Alors, essayez. Vous avez des questions? Non, non.
Essayez. C'est bon, tu as des questions? Non, c'est bon. Bon, alors essayez de le faire tranquillement, de ressentir, d'abord de faire cet accueil. Toi, tu es vraiment le solvay, tu dois dissoudre l'action du coagulant, tu dois la dissoudre. Toi, tu pars. Toi, il faut que tu partes. Toi, tu as un coagulant, tu as un soufre, tu as un feu, toi. Ok. Toi, tu as un feu, le feu, il ne peut pas partir. Toi, c'est le feu. Toi, tu es là. Non, voilà, comme ça, lui, il me connaît. Après, maintenant, lui, il vient vers moi. Là, voilà, très bien, comme ça. Je ne veux pas tomber parce que j'ai le micro, donc je ne sens pas que tu vas tomber pour moi, mais j'ose tomber. Hein. Alors, vas-y. Voilà. Voilà. Essaye de bien accueillir. Maintenant, c'est comme une vague. Hop, voilà. Alors, regarde. Tu vois, là, ta forme, elle est pas bonne parce qu'elle descend. Voilà. Toi, tu dois être actif par rapport à elle. Okay. Voilà. Maintenant, là, tu es bien. Maintenant, tu essayes de sentir, mais psychiquement, si tu veux, le point de retournement. C'est ça qui est difficile. Sans effort, Voilà. Et après, tu fais le kick and tail. Ok. Tu essayes un coup, Marie-Lise aussi. Tu vas être là, peut-être. Voilà, t'as poussé un kiai, c'est bien. Après, tu as l'épaule, tu vois, tu as l'épaule qui monte un petit peu, hein, dès que tu es tendu comme ça. L'épaule qui monte. C'est encore une fois. Ouais. Ah là, c'est pas mal, c'est pas mal. On va laisser toi, Étienne, encore. Voilà, ton kick and tail était pas mal, là, ton kimé était pas mal. Okay. Donc, vous voyez, c'est un exemple. Un exemple. J'ai pris un agewaza. Mais tout ce qu'on fait, c'est toujours dans cet esprit-là. C'est toujours dans cet esprit-là. Si vous analysez tous les kions, les katas, les figures, toutes les figures, les formes qu'on fait, c'est toujours dans cet esprit, solvay, coagula, essayer de réaliser l'union des contraires, etc., etc. Et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on peut le faire physiquement. Parce que philosophiquement, c'est bien joli. Il y a des tas de gens qui comprennent ça philosophiquement. Mais réussir vraiment bien en agewaza, ça demande des vies et des vies. Parce que normalement, tu n'aurais pas besoin. Toi Marie-Lise, toi, tu fais ça, par exemple. Toi, ta main, là, toi, tu es comme la canne du vieillard, tu vois. Toi, tu comptes sur... Tu as besoin de cette sécurité-là. Il y a besoin de cette sécurité-là. Normalement, c'est pas la main, il n'y a rien, c'est-à-dire... Pas... Ça tombe seul. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis ça tombe seul, ça veut dire que ce n'est pas moi qui fais tomber. Tant qu'il y a l'idée d'une volonté personnelle, vous n'allez jamais ressentir quelque chose de léger. Il faut vraiment que ça soit hyper léger. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok? C'est bon en place. Hey! Merci. 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 Merci.